Latte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire d'une femme qui a appris à lire à 50 ans. Et c'est précisément le titre de son livre qui paraît aux éditions Prisma, « J'ai appris à lire à 50 ans ». Cette femme qui s'appelle Aline Le Guluche a lutté une bonne partie de sa vie pour dissimuler son handicap au travail, notamment. Et puis à 50 ans, elle a décidé de rattraper le temps perdu. J'ai écrit cette histoire avec Tugdual de Dieu le veut, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Ma mère rencontre mon père après la guerre. Et comme c'est un fils de paysan, tous les deux s'installent à la ferme familiale, celle de mon grand-père, sur les hauteurs d'un petit village des Yvelines. Une dizaine de vaches, une belle brochette de volailles, dans le fond de la cour toute une famille de lapins et quelques cochons. Et le 8 octobre 1961, à 7 heures du matin, « Robert, le bébé arrive. Va donc chercher la voisine pour qu'elle l'aide. » Mon père attrape ma sœur aînée. « Dépêche-toi. Va chercher Janine. La mère va accoucher, traîne pas. » La voisine arrive tout essoufflée. Et en fin de matinée, après beaucoup de souffrance, mon père annonce « C'est une fille !» Il décide de m'appeler Aline. Je suis la dernière d'une fratrie de 8 enfants. Blonde, les cheveux longs et bouclés, je suis une petite fille chétive à la santé fragile. Et un jour, j'ai 6 ans. Un matin, ma sœur Chantal me débarbouille, elle me brosse les cheveux, elle me fait une natte, elle m'aide à enfiler ma blouse, elle me colle sur le dos un vieux sac de cuir marron. Et avec mon frère et ma sœur, nous marchons jusqu'à l'école. Arrivé à l'école, la porte s'ouvre et apparaît un homme en blouse bleu pétrole, le visage rond et froid. Dieu qu'il a l'air méchant. Bien, les nouveaux élèves à ma droite, les autres vous restez au fond de la cour. Et toi là, arrête de sucer ton pouce. T'es à l'école. Tiens-toi bien. Au premier coup de sifflet, nous nous mettons en rang par 2 devant la classe. Je veux un rang droit et discipliné. Allez-y, vous pouvez rentrer en silence. En silence. Je me retrouve assise au 4e rang. L'instituteur distribue un cahier, un porte-plume, un buvard. Il verse de l'encre dans les encriers. Vous ne devez pas mettre une seule goutte d'encre, ni sur vos mains, ni sur le pupitre, ni encore moins sur le cahier. À la ferme, il n'y a pas de livre. Il y a juste un journal pour connaître le cours du blé, des volailles et du lait. Aujourd'hui, la lettre B. B. Je trempe ma plume dans l'encrier. J'essaye de m'appliquer. Et pouf, une goutte d'encre sur le cahier. Il faut que j'arrache une page tous les jours pour que tu aies un cahier propre? Tends les mains. Mieux que ça. Et bim, un coup de règle sur les doigts. Et désormais, pas une journée se passe sans que je finisse au coin, à genoux sur la règle carrelée. À partir de là, le mot école me donne mal au ventre. Le soir, à mon retour à la ferme, après ma tartine de confiture, je m'occupe des animaux. Arrive l'heure du dîner. Ma mère pose un faitout de soupe brûlante au centre de la table. Papa se sert du vin. Et mon grand-père lui dit « vas-y doucement sur le pinard, hein !» Du coup, la nuit, on est réveillé par des hurlements. C'est le père. Il tape sur maman. L'alcool, plus le traumatisme de la guerre. Et donc, avec mes frères et sœurs, on va faire barrage entre mon père et ma mère. Il nous faut plus d'1 heure pour calmer papa. Prenez vos livres de lecture. Je suis incapable de lire le moindre mot, incapable de suivre la lecture. Alors le maître m'attrape par l'oreille et il m'envoie au coin. Là-dessus, en février, j'ai la coqueluche. 2 mois à rester dans mon lit.
Et à mon retour, « Eh bien, tu ne sais toujours pas écrire une lettre !» Et voilà comment je redouble mon CP. L'année d'après. Aline, tu vas commencer la lecture. On t'écoute. Rien ne sort de ma bouche. Tu redoubles et tu sais pas lire. Fille de paysan, va. Quand je te dis de lire, tu lis. Et là, il me traîne sur l'estrade. J'ai si peur que je me fais pipi dessus. Mon père arrive. Votre fille, monsieur, ne veut pas travailler. Et en plus, elle a souillé l'estrade. Je veux plus la voir. 3 jours de mise à pied. Cela dit, les familles vont se plaindre auprès du maire. Et l'instituteur ne finit pas l'année. Et moi, je n'arrive toujours pas à lire et à écrire. Mais je passe en CE1. Pour la nouvelle année, ma mère décide que je dois écrire une carte de vœux à ma marraine. Je sais pas quoi écrire. Eh bien, tu écris « Bonne année, bonne santé ma marraine ». En fait, à 9 ans, tu devrais savoir. Ma mère commence à comprendre que j'ai de grosses difficultés pour écrire. Et d'ailleurs, l'instituteur la convoque. Je rencontre beaucoup de problèmes avec Aline. Elle a de nombreuses difficultés, en français notamment. Elle confond les lettres P, B, G, J, M, N. Je sais pas quoi faire. Plus tard, on donnera un nom à mes problèmes. La dyslexie. Mais à l'époque, on pense que c'est un manque d'intelligence. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Mais dis donc, Aline, t'as encore copié sur ta voisine. Qu'est-ce que tu vas devenir, ma pauvre fille? Tu finiras illettrée. Dans ma tête, revient toujours cette petite phrase. Ça ne sert à rien que je vienne à l'école. À la fin de la 4e, j'ai 15 ans et demi, je dis adieu à l'école. Pour un hôtel-restaurant où je travaille depuis l'année dernière le week-end et les mercredis. Je fais le ménage de la salle, j'aide en cuisine, parfois je nettoie quelques chambres, je sers pour les mariages, les banquets. Madame Étienne, la patronne, m'apprend beaucoup de choses. Et heureusement, jamais elle ne me demande de prendre les commandes. En revanche, juste après mes 16 ans, je travaille dans un autre restaurant. Et là, dès le premier jour, on me demande de prendre les commandes. Oh, Aline, viens par là. Tu peux me dire ce que tu as écrit, là? Oui, chef. 2 pâtés de tête et 2 escalopes à la normande. Je suis remercié le soir même. Je me remets à la recherche d'un emploi et un jour une amie me parle d'une usine. Ils font de la pâtisserie. Tu devrais te présenter, hein. Je sais qu'ils cherchent des gens pour la fabrication des galettes de roi. J'arrive devant un entrepôt. Bonjour. Je viens vous demander si vous embauchez. Ah oui, oui. C'est possible. Quel âge as-tu? 16 ans. Entendu. Tu commences lundi, pour un essai d'1 mois. Tu seras payé au SMIC. 40 heures par semaine. Le lundi matin, j'arrive à l'usine. Marinette, tu peux lui apprendre le travail? Ça consiste à mettre de la pâte dans des moules. Je ne parle pas. J'observe, j'écoute. L'ambiance est assez bonne. Au bout d'1 mois, un gros camion percute ma mobilette. Pompier, hôpital, traumatisme crânien, cheville cassée. Maman, faut que j'envoie mon arrêt de travail, comment je fais? Tu prends une enveloppe et tu recopies l'adresse qui est inscrite sur ta fiche de paye. Là, regarde, recopie. Non, tu le fais toi. Je sais pas mettre une adresse sur une enveloppe. Non, Aline, non. Tu recopies sur une feuille blanche jusqu'à ce que tu y arrives. À mon retour au travail, le patron m'apprend à faire des pétrins. Et il écrit les proportions sur le mur. Et moi, je n'arrive pas à les déchiffrer. Alors je dis à ma collègue, j'arrive pas à comprendre l'écriture du patron. Tu peux me lire ce qu'il y a écrit?
Et là, je visualise les mots et je les enregistre par cœur, comme une récitation. Un jour à l'usine, arrive une nouvelle machine à croissants. Alors tu vois, à la fin, tu mets les croissants dans un carton, comme ça, et dessus t'écris le nom de ce qu'il y a dedans, donc là, croissant. Et puis la date de fabrication. Seule solution, copier sur ma collègue Laurette. Je la regarde écrire croissant sur ses cartons, je recopie vite sur un bout de papier, je retourne à ma machine, et j'écris croissant. C-R-O-I-S-A-N. Et j'en fais une dizaine comme ça. Le lendemain, je travaille aux tartelettes. Oh, il y a une imbécile dans cette usine qui sait même pas écrire le mot croissant correctement. Il y a vraiment un ramassis de débiles, hein. Moi, j'ai mon certificat d'études. Qu'est-ce que tu fais là, alors? À mettre des tartelettes sur un tapis roulant si t'as ton certificat d'études? Je m'en vais avant que mes paroles ne dépassent ma pensée. Avec Marcel, on a grandi ensemble. Et il connaît mes parents et leurs problèmes d'alcool, parce que maman, fatiguée par la vie, s'y est mise aussi. Présenter mes parents à un inconnu, ça serait trop difficile. Pourtant, il y a un pâtissier avec de jolies boucles blondes qui me sourit tout le temps. Mais je choisis la facilité. Et nous voilà donc, Marcel et moi, locataires d'un petit 2 pièces, avec douche dans la cuisine et WC sur le palier. Une douche, ça change de la bassine. Et un WC sur le palier, c'est toujours moins loin qu'au fond de la cour. Et donc on se marie, et rapidement je tombe enceinte. Et en octobre 1979, naît un joli bébé que nous baptisons Céline. Pour ne pas faire de faute, je me suis entraîné à écrire son prénom pendant toute ma grossesse. Le lendemain, Marcel arrive avec 2 ou 3 bricoles et un petit livre de mots mêlés. Avec lui, nous n'avons jamais abordé mon problème de lecture. Céline a maintenant l'âge d'entrer à l'école maternelle. Ma sœur Simone me donne un sac rempli de livres, des contes et surtout un dictionnaire pour les enfants. Dans ce petit livre, chaque lettre de l'alphabet est inscrite en majuscules, en minuscules, en lettres d'imprimerie, avec à chaque fois le mot écrit en entier et l'image qui représente le mot. Et là, je m'aperçois que mon niveau, qui était déjà bas en quittant l'école, est descendu encore plus bas. Je ne suis même plus capable de lire des mots simples. Le soir, quand je raconte des histoires à Céline, au lieu de prendre moi le livre de Blanche-Neige, je le lui mets entre les mains, et moi, je me contente d'imiter la sorcière. Je voudrais que mes enfants développent l'amour de la lecture. Et moi, je vais essayer de profiter de son apprentissage pour faire des progrès. Après 14 ans passés à l'usine de pâtisserie, je change de travail pour me rapprocher de chez moi. Mes sœurs, qui sont toutes aides-soignantes, me trouvent du travail à la cuisine de l'hôpital voisin. Au début à la plonge, et ensuite à la fabrication des entrées. Alors regarde bien. La première ligne, c'est le menu du jour. Aujourd'hui, des carottes râpées. Donc la première ligne, c'est la quantité de carottes. Et puis tu dois écrire sur les barquettes si c'est sans sel ou pas, et aussi avec ou sans graisse. Va chercher des feutres. Heureusement, il ne faut pas écrire. Il faut mettre un trait rouge pour le sans sel et un trait bleu pour le sans graisse. Et puis donc tu dois ajouter un petit papier pour chaque lot de barquettes avec l'indication du régime. Je le ferai tout à l'heure. Là j'ai les mains sales. Bouge pas, je vais te le faire. J'observe. Ouf, il y a juste à apprendre le nom des plats. Alors à la maison, quand je suis toute seule, je m'entraîne. Yaourt, tomate, salade de fruits, betterave, fromage blanc. Je dois apprendre tous ces mots, sinon je risque d'être renvoyé. Les fiches écrites par la diététicienne sont illisibles.
Elle écrit aussi mal qu'un médecin. Alors un jour, je sers du poulet à la place du poisson qu'elle a prescrit. Mais c'est pas possible. Enfin, vous êtes bête ou quoi? Vous êtes complètement nul. Vous savez pas lire? Je me replie sur moi-même. J'ai trop honte. Je ne compte pas les fois où cette femme m'a humilié devant tous les collègues. Cette semaine, je suis à la plonge. Et Pierrot, qui d'habitude s'occupe des grosses gamelles, n'est pas là. C'est parce qu'il sait pas lire, Pierrot. Alors le chef l'a envoyé prendre des cours d'alphabétisation. Ah bon? On a le droit de prendre des cours pour ça? Oui, ça dépend, il faut demander au chef. Je n'ose pas demander. Mais à partir de là, l'idée de retourner à l'école ne me quittera plus. Le service restauration de l'hôpital évolue. Des normes d'hygiène alimentaire sont mises en place. Tout le personnel doit suivre 3 jours de formation. Pendant cette formation, moi, je me mets au fond de la salle pour que le formateur ne me remarque pas. On a des documents à lire et des stylos pour prendre des notes. Mais moi, j'utilise ma mémoire au lieu des stylos. En revanche, les fiches personnelles des patients ont bien changé. Auparavant, je n'avais qu'à lire si le patient était par exemple diabétique ou pas. Et comme j'avais appris par cœur le menu des diabétiques, je savais quoi lui donner. Mais maintenant, avec le système informatique, le patient peut choisir entre par exemple 5 choix de viande. Idem pour les légumes. Et ça fait beaucoup de choses à déchiffrer. Alors pendant la distribution, je transpire, j'ai des migraines et la diététicienne rouspète. Le travail m'a usé les épaules. Il faut m'opérer. Quelques mois d'arrêt et à mon retour. Bon, la médecine du travail a dit que tu pourrais plus faire de travail pénible. Tu vas donc changer de poste. Tu vas aller à l'informatique. L'informatique? Mais c'est pas un travail pour moi. Je suis nul. Je vais pas y arriver. Pendant des mois, derrière moi, il tape du pied et ça me stresse. Et je perds mes moyens. Et les erreurs s'accumulent. Le cercle vicieux. Depuis quelque temps, à l'hôpital, il y a un homme, Jean-Pierre, qui me tourne autour. Je vous l'ai pas dit, mais entre-temps, j'ai divorcé de Marcel, qui me frappait, comme mon père frappait ma mère. Jean-Pierre, donc, est l'un des responsables du service restauration. Et on dirait qu'il a découvert mes lacunes. Il est toujours prêt à écrire à ma place. Mais moi, je ne sais pas qu'il est en plein divorce, parce qu'il a trompé sa femme, parce qu'il la frappe et qu'il boit. Bref, en 2002, il me demande de vivre avec lui. Et moi, j'accepte. Et puisqu'on est en couple, il ne veut plus que je travaille avec lui. Me voilà à l'intendance hôtelière dans le service de gastro-entérologie. Bonjour, monsieur. Je suis l'intendance hôtelière. Je viens pour vous faire choisir votre plat. Et là, je dois lire à haute voix les 5 choix. Je transpire. Je bégaye. Je souffre. Je suis mal dans ma peau. Un soir, Jean-Pierre vient me voir. Dis Aline, faudrait que tu t'investisses dans la maison. Moi, je pense au ménage, aux courses. Non. Faudrait qu'on prenne un crédit tous les deux, c'est pour racheter les parts de mon ex-femme, quoi. Il veut qu'on demande un crédit à sa banque. Et le banquier nous dit les choses. Le crédit sera à vos deux noms. Ça veut dire que vous êtes tous les deux acquéreurs et responsables tous les deux en cas de problème. C'est bien clair? Et arrivé chez le notaire pour signer l'acte, c'est pas la peine que vous signez, madame. On verra ça plus tard. Et moi, je ne lis pas les documents. Et Jean-Pierre se garde bien de me les lire. Je fais confiance. Normalement, j'acquiers 25% de la maison. Mais je ne m'occupe pas du tout des papiers. Je découvrirai plus tard que je ne suis propriétaire de rien, que c'est lui qui a tout.
Je suis la reine des idiotes. Il a profité de mon handicap. Il voulait qu'on se marie. Mais moi, c'est décidé. Je pars. Au travail, j'ai fait 2 demandes de formation. Et 2 fois, on me les a refusées. Je tente une 3e fois. C'est ma fille qui a écrit la lettre. Et je vais la déposer moi-même. Avec en tête l'idée de ne pas sortir du bureau tant que je ne serai pas entendu. Je veux que la responsable des ressources humaines comprenne que j'ai besoin d'aide. Et donc, pour la première fois, je me confie. Écoutez, j'ai bientôt 50 ans. Ça peut plus durer, je suis au bout du rouleau. Je maîtrise rien quand il s'agit de lire ou d'écrire. Sans compter les sous-entendus de mes collègues. Je suis très fatigué. Elle a l'air surprise que je vide mon sac comme ça. Je vous rassure, vous n'êtes pas la seule à l'hôpital. Peut-être que vous pourriez trouver vous-même une formation, hein? Et puis vous revenez vers moi. J'en trouve une au Grétin. Je reviens avec le devis. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir accepter par manque de financement. Je suis désolé. Mais je vais me renseigner pour voir ce que je peux faire. Et un jour, le téléphone sonne. Bon, ça y est. Je vous ai trouvé un nouveau centre de formation pour adultes. Mais c'est à Paris, hein? À Paris? Je n'ai jamais pris le métro toute seule. Mais ce souci qu'elle a eu de moi me touche vraiment. Je commence ma formation au mois de novembre 2013. 3 heures tous les vendredis matins pendant 6 mois. Je suis contente et aussi très angoissée. Comme une adolescente qui part pour une nouvelle aventure. Nous sommes une 12aine dans mon groupe. Et moi je pensais voir des gens de mon âge ou de plus de 40 ans. Mais il y a aussi des jeunes de 20 ans. Moi je pensais pas que c'était possible à mon époque. Des mômes. Et ils ont la même honte que moi. C'est Cathy qui sera notre enseignante. Bien, je vais vous demander de vous présenter. Chacun à votre tour, vous n'êtes pas là pour être malheureux, hein, ni pour souffrir. Vous êtes là pour vous enrichir, pour partager et pour évoluer. Cathy nous sait fragiles. Et donc au début, elle ne nous demande aucune lecture à voix haute, aucune écriture au tableau. Elle nous donne une feuille avec des exercices assez simples. Et quand la première matinée de formation s'achève, eh bien j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Le vendredi suivant, alors, je voudrais des volontaires pour lire les mots qui sont inscrits sur le tableau à voix haute. Une jeune femme se lance. Aline, tu veux essayer à ton tour, hein? Vas-y. Je prends une grande respiration et je me lance à mon tour. Mais 3 mots plus loin, je bute. Et là, elle me montre du doigt chaque lettre, elle entoure les syllabes et la magie opère. Non seulement je progresse chaque jour, sans souffrir, mais en plus j'y prends du plaisir. Et la honte disparaît petit à petit. J'aurais aimé que ça ne s'arrête jamais. Mais c'est déjà bien. Mon objectif suivant est d'obtenir un VAE, une validation des acquis de l'expérience, bref, un CAP service hôtelier. Je suis super motivé. Je m'achète un ordinateur. L'avantage, c'est que le correcteur d'orthographe m'évite des fautes. Je dois rédiger 50 pages sur mon parcours d'intendante hôtelière. J'y travaille jour et nuit. Je ne pense qu'à ça. C'est la première fois de ma vie que je passe un examen. En attendant mon tour, j'ai l'impression d'avoir tout oublié, c'est l'horreur. Il ne faut pas que je rate. Je dois y arriver. C'est mon défi, comme une question de vie ou de mort. Madame Aline Le Guluche, c'est à vous. Quand je me lève, je me sens prête. J'entre dans la pièce, il y a 5 personnes autour d'une table, ils ont tous devant eux une copie de mon livret.
Et il pose des questions. Et j'y réponds naturellement, calmement, comme si j'avais laissé mon stress sur la chaise. Tout me paraît facile. Très bien, madame, très bien, c'était très bien. Vous avez fait du bon travail. Vous pourriez tenter de continuer. Pourquoi pas un BEP ou même un bac. Je crois pas, non. Je vais en rester là, mais c'est déjà bien, merci. Un mois plus tard, je reçois mon diplôme. Quel bonheur! Je suis devenue une femme libre et autonome. Voilà, j'ai choisi d'arrêter mon histoire là, mais je le redis comme je le dis souvent, mes récits sont très succincts par rapport à la richesse des livres, et ce livre s'appelle « J'ai appris à lire à 50 ans » aux éditions Prisma, et il est signé Aline Le Guluche de votre nom. On doit être assez fier d'ailleurs, quand on publie un livre, compte tenu de votre parcours, non ? Ah oui, je suis extrêmement fière parce que c'est complètement inattendu. C'était pas prévu dans le programme de ma vie, ça, du tout. Quand arrive le carton, là, avec les premiers exemplaires, c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Ouais. Alors, de joie. De joie. Il faut qu'on raconte la suite, parce qu'il y a une suite que je n'ai pas pu raconter. Vous avez tellement pris confiance que vous êtes devenu délégué syndical à l'hôpital. Oui, tout à fait. Après mon CAP, tout ça, voilà, je me suis fait opérer d'une autre épaule, tout ça, donc je pouvais plus trop forcer comme avant. Et du coup, ça m'a bien plu d'aller au bureau du syndicat, justement pour aider mes collègues. Que ça m'a permis de continuer à m'améliorer avec les ordinateurs. Faire des tracts et puis surtout aller voir mes collègues. J'en connaissais quelques-uns et une qui avaient besoin de retourner à l'école aussi, parce que on n'est pas sorti de l'école avec toutes les compétences. Forcément, le peu qu'on apprend, on désapprend avec les années. Et vous êtes devenue permanente de ce syndicat, d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est dingue, parce que quand on imagine de là où vous venez, ça se passe en quoi, ça ? En 3-4 ans ? Même pas ? Oui, à peu près, quoi. Ouais, c'est à ça. peu près. Faut prendre la parole en public. Oui. Quand on est délégué syndical. Ouais, c'est difficile. Ouais. C'était un bon exercice. C'est parce qu'en fait, tout est beaucoup plus facile quand déjà on croit en ce qu'on dit, en ce qu'on fait, quand on a une cause à défendre. Et moi, c'était pour défendre mes collègues, pour leur apporter le droit aux formations, pour qu'ils puissent retourner à l'école. Et ça, pour moi, c'est mon C'était cheval ça votre sujet. C'est mon cheval de bataille, que les gens aillent bien. Alors ça va encore plus loin, parce que à un moment vous êtes contacté par votre organisme de formation pour faire des conférences. Alors là, dis donc, c'était vraiment très très inattendu. Oui, l'école dans laquelle je suis allée, ils m'ont demandé si je voulais participer pour promouvoir les compétences clés. Et bien sûr, dis donc, ils m'ont tellement aidé que ça coulait de source, que ce soit à mon tour de les aider. Alors, ce que vous racontez, c'est qu'à l'époque où vous êtes scolarisé, donc au milieu des années 60, on n'a pas identifié vos problèmes, et notamment ce qu'on appelle la dyslexie. En fait, à l'époque, on considère vos problèmes comme un manque d'intelligence. Tout à fait, oui. On dit elle est idiote, quoi. Oui, on dit qu'elle est idiote. Bon, de toute façon, voilà, quoi. Elle n'est pas futée, elle va rester au fond de la classe, et puis attendre que les années passent. Comme d'autres avant elle. Comme d'autres avant moi, et puis d'autres après moi. Voilà. C'est parce qu'en fait, être illettré, c'est pas être analphabète. Analphabète, c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, tandis que quelqu'un d'illettré, c'est quelqu'un qui est sorti de l'école sans toutes les compétences. Alors moi, en maths, ça coulait bien, mais la lecture et l'écriture, donc j'ai appris, mais ça avait beaucoup de mal à sortir. À partir de quand est-ce que vous collez le mot dyslexie sur ce qui vous arrive ? Alors en fait, c'est quand moi j'ai eu mes enfants, et là autour de moi il y avait d'autres mamans avec des enfants dyslexiques, qui allaient à l'orthophoniste, et etc. Donc moi j'ai eu de la chance, mes enfants n'ont pas hérité de mon handicap, mais il y en a beaucoup et il y en a encore. Mais vous dites vous-même je suis dyslexique, ou à un moment donné vous allez voir un vrai professionnel qui vous dit bon ben voilà. Je l'ai pas fait ça, j'ai pas été voir un vrai professionnel, mais voilà.
Ça paraît clair. Ça paraît clair, quand on inverse les lettres, quand on les confond, quand les sons, on les entend pas bien, on les confond aussi. Donc c'est toujours, c'est ça le problème en fait. Mais il n'y avait pas à l'époque de ce qu'on appelle de CMPP, le centre médico-psychopédagogique, parce que c'est là que sont traités par des psychorééducatrices les problèmes de dyslexie aujourd'hui. Ah non, quand j'étais môme, ils n'avaient même pas reconnu le problème. Donc, oui. On en était loin. Et les instituts n'étaient pas du tout formés à ça. Pas du tout, pas du tout. Et en plus, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un gentil instituteur qui m'a bien aidée. Oui, parce que j'ai raconté l'histoire du méchant, mais après, il y en a un gentil. Ouais, il y en a un gentil, et vraiment, il m'a éveillée sur plein de choses, sur la musique, sur le théâtre. Il lisait mes exercices pour que je puisse les faire correctement. Et une fois qu'il me l'avait lu une fois, c'est bon. Après, j'avais imprégné, j'avais compris. Et c'était facile après. Il m'a appris aussi à écrire et tout. Je savais écrire mon nom, Monsieur mon prénom. Beau, dans ma mémoire, c'est ça? Ouais, Monsieur Beau. Monsieur Beau, oui, il faut lui rendre hommage, toujours vivant. Il était beau, oui, d'ailleurs, je lui rends hommage et je le remercie. Vous lui avez envoyé le livre? Oui, il le sait, il est au courant de tout. Et vraiment, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour tous ses enfants, parce que des enfants à problème, dans les milieux ruraux, il y en a beaucoup. Alors, votre maman, elle voit bien qu'il y a un problème. Oui. Est-ce qu'elle aussi met ça sur le manque d'intelligence? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Les parents, à l'époque, ils travaillaient beaucoup. Ils étaient fermiers, ils avaient 8 enfants. Et moi, comme je suis la dernière, mes parents vieillissaient et ils commençaient à fatiguer par multiples problèmes de la vie. Et c'est vrai que c'est des gens, moi je les aime, je les adore, et ils ont eu une vie, c'est la leur, avec leurs tourments, mais leurs démons, mais ils aimaient leurs enfants, et eux considéraient naïvement que d'être courageux, ça suffisait à la vie en fait. Tu te lèves le matin, tu travailles. Et voilà. Oui, parce qu'au fond, ils étaient à peine allés à l'école et ça les avait jamais empêchés de vivre, quoi. Ma mère avait son certificat d'études, quand même, donc c'est elle qui tenait les comptes et tout ça. Et mais ils étaient heureux comme ça, en fait. L'instant, voilà, la ferme nourrissait et le travail faisait que on avait été élevés dans l'honneur, le respect de soi-même et le courage. Donc c'était 3 qualités, et ils se sont pas trompés là-dessus, parce que leurs 8 enfants ont tous été courageux et travailleurs. Donc, Tous, il n'y a pas de feignant. Donc bonne éducation. Chez le Gueuluche, aucun feignant. Et l'alcoolisme, au fond, c'est tout ce contexte n'a pas été quelque chose qui s'est ajouté pour vous? C'est-à-dire une sorte de loi de l'emmerdement maximum? C'est non seulement je sais pas lire, je sais pas écrire, mes parents sont alcoolos. Je pensais pas que mes parents étaient alcoolos, voyez-vous, je disais pas ce mot-là. J'occultais même mes parents, voilà, ils étaient... Mon père, j'adorais mon père, mais c'est vrai qu'il avait les démons de la guerre, parce que quand on fait il était prisonnier pendant 5 ans. Il faut revenir avec tout ça, il faut revenir avec tout ça. Et puis la vie était tellement dure à la ferme, on se levait tôt, on se couchait tard, c'était plein de journées de labeur. Et c'est vrai que le vin, c'était un support, mais ensuite c'est devenu un démon, en fait. Et voilà, donc je peux pas juger ça. Faut le vivre pour le juger. Vos enfants, vous le dites, n'ont pas hérité de la dyslexie. Leur parcours scolaire, en 2 mots. Puis si ça vous embête comme question, vous m'envoyez balader. Voilà, ils ont bac plus tous les deux. Ils ont bac plus tous les deux. Ouais, ils se travaillent bien. Enfin, ils ont une situation... Ils ont une situation tout à fait correcte. On sent qu'ils vous ont beaucoup aidé. Enfin, surtout votre fille. Les deux en fait. Parce que bon, voilà. Céline et Fabrice. J'en ai pas parlé de Fabrice, je l'ai pas fait naître dans mon histoire, mais il y a Fabrice. Non, Fabrice, au contraire, ils sont tous les deux toujours auprès de leur mère, et ils sont très fiers que j'aille écrit un livre, ils sont fiers que je sois retournée à l'école, ils sont fiers que j'aille mener tous mes combats, que j'aille quelquefois pris des décisions un peu dures, comme quitter leur père, ne pas revenir surtout. Et puis ensuite, voilà, j'ai vécu avec quelqu'un qui n'était... C'était pas de l'amour, c'était du profit. Mais moi, j'étais tellement envoûtée par toute sa connaissance. Moi, ça me sortait un petit peu de mon lot du quotidien. Donc voilà, j'étais vous sortez vraiment... de ce milieu. J'ai fait des belles choses aussi avec cet homme-là. J'ai découvert des choses. Mais ça a eu un prix. Parlons de ces hommes quand même. Est-ce que vous faites un rapport entre le fait que vous avez épousé quand même 2 sales types? Enfin, je vais pas le résumer comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'on le sent. Est-ce que c'est parce que vos difficultés de lecture et écriture vous rendent
naturellement faible? Je pense que oui. Je pense que le manque de compétences, Ouais. ne pas être diplômé, enfin, pas aller plus loin que le bout de sa rue, c'est très, ça limite, de pas avoir un niveau intellectuel très, Mmh. ça limite. On reste dans notre secteur. Mmh. Et donc, Donc Marcel, au fond, il est dans votre décor depuis toute petite. C'est pas par facilité, c'est un peu par peur, quoi. Peur d'aller ailleurs. oui, voilà. En fait, voilà, c'est la facilité, Mm. c'est le rayon, rayon Mm. copain, famille. Bon, Mm. il y en a des tas qui se Mm. sont mariés comme ça et qui ont vécu Mm. très heureux. Mm. Et nous, au début, on était bien. Au début, les premières années, voilà, ça Mm. pouvait aller. Mm. C'est ensuite, ça s'est gâté, dégradé. ça Mm. s'est Mm. dégradé avec Mm. les années. Mm. Et voilà, au bout d'un moment, soit qu'on reste marié et qu'on se soumet à tout Oui. ça, ou soit qu'on a un caractère, il y a rien à faire. Si on est indépendant, si on nous a Vous aviez élevés. ça en vous malgré tout. Oui, voilà, un peu rebelle, voilà, il y a ouais. rien à faire, ne pas accepter, non. Puis j'avais trop vu ça avec ma mère. Oui, il y avait une sorte de reproduction. Ouais, il y avait une sorte de reproduction. J'ai vu ça avec ma mère. Ma mère, mes parents s'aimaient. Oui. Ma mère aimait son mari. Mais votre père battait votre père. Mais quand il était fou, voilà, ça partait. Ouais. Pourtant, il était heureux de la promener à son bras. Il était heureux il l'aimait aussi, mais voilà. Et donc, comme le père de mes enfants, c'est vrai qu'avec les années, il est devenu de plus en plus Violent. de plus en plus incontrôlable dans ce vocabulaire, voilà, parce que c'était une violence surtout au début qui était verbale. Vous dites vulgaire, vous, hein, Oui, dans le livre. très vulgaire, très vulgaire. Et ensuite, voilà, ça s'est dégradé de plus en plus. Donc voilà, je suis partie avec mes enfants un soir et j'ai décidé de ne pas revenir. Alors Jean-Pierre, c'est autre chose. C'est même une interrogation à laquelle peut-être vous n'avez pas encore répondu. Mais vous racontez très bien qu'il a repéré votre handicap, qu'il vous aide au boulot. Oui. Et donc la question, c'est est-ce que il vous choisit pour vous manipuler? Alors, je crois que lui, c'est un prédateur, en fait. Ouais. Il a besoin, parce qu'il a 3 enfants, il a un pavillon, voilà, il divorce, tout ça. Je pense qu'il a besoin d'une jolie petite femme qu'on peut manipuler. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais vous êtes jolie, ça se voit pas. Ça se voit pas à la radio, mais pardon, oui. Vous êtes parce qu'on a le même âge. Merci. Bah, exactement, enfin, quelques mois après, vous êtes ce qu'on appelle une jolie femme. Merci. Et donc, voilà, il a besoin de quelqu'un. En plus, moi, j'étais vraiment un peu paumée avec tout ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il va jusqu'à imaginer qu'il va pouvoir vous mettre sur le dos ce crédit? Pas au début. Parce que vous savez pas lire les papiers. Pas au début. Non. Au début, voilà. Au début, c'est parce que vous êtes jolie. Au début, c'est un peu de la... Voilà. Oui. Il se dit, tiens, celle-ci, elle est peut-être plus facile à manipuler que les autres et tout. Voilà, ok. Et ensuite, voilà, ça s'est enchaîné sur des crédits, tout ça. Il a essayé de... J'avais beaucoup de mal à voir mes enfants comme je le voulais une fois qu'on a vécu ensemble. Oui. C'était ça, mes petits-enfants, il fallait toujours que je demande. Mais voilà, donc moi, ça me perturbait énormément parce que, voilà, mes enfants, mes petits-enfants, c'est mon sang, c'est ma vie. Et c'est pas comme ça que je conçois la vie à deux, une recomposition de famille, on est une équipe. Hein. Ouais, à 50-50. Bah, oui. Ce crédit, vous l'avez toujours sur le dos? Non, il est fini de payer ce crédit. Bon, mais vous l'avez payé? Mais je l'ai payé, ouais. Et vous avez récupéré votre part de la maison ou pas? Ah non, puisqu'il n'y avait rien de signé, donc non. J'ai pris un avocat pour essayer de récupérer mon argent, mais non. Ces hommes-là, ils doivent pas s'appeler ni Marcel ni Jean-Pierre, je suppose que vous avez changé les prénoms, ils ont lu votre livre? À votre avis? Je doute. Ils n'ont pas dû le lire, non. Ils savent qu'il est sorti? Oh, sans doute, oui, puisque... Les enfants, quand même. Il y a les enfants, il y a les médias, il y a les journaux. Donc, ils le liront pas? Ils le liront pas. Ils vont critiquer, sûrement. Ouais. ils vont cracher un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. Il a bien fallu que je crache à un moment donné. Pourquoi pas aller jusqu'au bac? Là, vous arrivez à la retraite. Ah là là, vous savez que... Ah, ça vous taraude. Voilà. Parce que en fait, maintenant, je participe à la lutte contre l'illettrisme. Ouais. Je suis l'ambassadrice de Lancôme pour l'illettrisme des femmes. Lancôme, les parfums, enfin, les cosmétiques. Oui. Julie Audouin, Urdangaré. Donc, c'est Monsieur Fernandez de la lutte contre l'illettrisme qui m'a présenté Julie Audouin, Urdangaré de chez Lancôme. Et du coup, je lui avais proposé, enfin, elle m'avait demandé mes projets pour parce que ce petit bonhomme de chemin,
il a bien travaillé, et m'avait demandé mes projets. Et donc, je lui ai dit, voilà, j'ai commencé à écrire un livre. Et donc, elle a trouvé ça extraordinaire, quoi, de passer à l'illettrisme à à l'écriture écrire un livre. Je lui ai expliqué que moi, j'écrivais bien parce que j'ai un ordinateur. Oui, qui a les correcteurs d'orthographe. Voilà, mais nous aussi, hein. Oui, mais moi, je mets les lettres, je les inverse souvent. Voilà, c'est ma dyslexie, le G, tout ça, c'est compliqué. Mais j'y arrive de mieux. Enfin, j'arrive donc, pas le bac, trop mal. Ça pourrait être un projet de retraite ? Alors, je dis pas non, parce que j'aimerais bien... Je pense que je retournerai un petit peu à l'école, à la retraite. Je continuerai à travailler. Peut-être pas le bac, mais bon. Gagner un peu encore. Gagner encore. Un peu de terrain. Ouais, parce qu'en fait, j'aime bien. Et puis, comme je suis la représentatrice de la lutte contre l'illettrisme en France, autant en faire honneur et puis continuer à travailler. Ça m'enrichit et ça prouve aux gens que tout est possible. J'ai adoré faire votre connaissance, Aline Le Guluche. Votre livre s'appelle « J'ai appris à lire à 50 ans » aux éditions Prisma. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Ne partez pas tout de suite. J'ai encore quelque chose à vous dire. Si les affaires criminelles vous intéressent, vous aimez sûrement aussi les séries télé inspirées de faits divers réels comme Le Serpent sur Netflix, ou l'histoire du tueur en série Karl Sobrage. Alors je vous recommande l'écoute d'un podcast qui consacre son dernier épisode aux séries True Crime. Le podcast s'appelle Seriland et vous le trouverez sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.